Bonjour. Alors, c'est toujours un peu gênant parce que je ne sais pas à qui je dis bonjour, mais je suis sûre que une chose dont je suis sûre, c'est que je dis bonjour à des amis. Donc, à tous mes amis pédiatres marocains. Tout d'abord, bien sûr, les organisateurs de la PELIP et à Zineb en particulier. Et puis, un grand merci à Hassan pour ses mots d'introduction. Et effectivement, je crois que ça fait même 15 mois que je ne suis pas venue au Maroc, donc je suis en manque total. Rassure-toi, il fait très mauvais ici, mais nous avons le sirocco. Donc, je crois qu'il y a du sable qui arrive aussi directement du Maroc. Et je vous prie de m'excuser parce que la connexion, du coup, saute un peu parce qu'il y a énormément de vent. Donc, peut-être il y aura quelques petits problèmes. Donc, la question que vous m'avez posée, c'était celle sur le dépistage néonatal. Et je crois que c'est une excellente chose qu'on se pose cette question aujourd'hui parce que depuis donc maintenant à peu près une cinquantaine d'années que le dépistage existe, il y a encore beaucoup de questions, beaucoup d'inconnus, beaucoup de difficultés à le mettre en place dans tous les pays du monde. Et pourtant, c'est certainement l'une des meilleures, j'allais dire, politiques de santé publique, mesures de santé publique qui a apporté au cours des années et qui en apportera encore et qui va permettre ce dont nous, tous pédiatres, nous faisons la promotion, c'est l'amélioration de la santé des enfants. Aïe, aïe, aïe. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, on se voit Allô? très bien. Oui, le son est revenu. Allez-y, madame. Ok. Donc Le vent arrive de Marseille à Rabat. Donc, effectivement, comme l'a dit Hassan, je fais beaucoup de choses en pédiatrie. Et depuis maintenant 3 ans, je suis également responsable du centre régional de dépistage néonatal pour 2 régions françaises, donc la région PACA, qui est une grosse région, mais également la région Corse. Et donc, vous allez voir, je vais vous présenter un petit peu nos résultats. Alors, je suis bloquée, voilà. Donc, l'histoire du dépistage néonatal, il débute il y a maintenant donc plus de 50 ans, donc en 1963, où un grand pédiatre, qui est M. Guthrie, avait remarqué qu'il y avait des enfants qui présentaient une pathologie très particulière, une maladie très particulière, avec des enfants qui naissaient strictement normaux. Et puis, rapidement, au cours des premiers mois, apparaissaient des signes à type de troubles du comportement, de la communication, un véritable autisme et une épilepsie. Et en fait, il a décrit donc la phénylcétonurie. Donc, l'histoire de la phénylcétonurie, il s'est dit, puisqu'en même temps, on savait que c'était une accumulation de phénylalanine, que peut-être si on dépistait ça très tôt avant les symptômes, donc ça, c'est la clé du dépistage, c'est du présymptomatique, parce que sinon, on est dans du repérage et du diagnostic précoce. Là, on est vraiment en présymptomatique. Et si on arrivait à traiter ces enfants tôt, avant la 3e semaine de vie, on arrivait à ce que les enfants soient strictement normaux et qu'ils ne présentent aucun problème. Et donc, grâce à ce questionnement et finalement quand même de l'imagination de ce grand monsieur de la pédiatrie, monsieur Guthrie, on a pu mettre en place les premiers dépistages. Et d'ailleurs, le carton buvard qui sert à faire le dépistage garde son nom, le carton de Guthrie. Alors, petit problème. Donc, à côté de cette vraiment révolution et cette mise en évidence de l'intérêt du dépistage, très vite, il a fallu définir des critères très précis. Ces critères sont importants à connaître parce que c'est toujours les mêmes. C'est un problème important de santé publique, donc on va dépister quelque chose qui peut atteindre quand même un certain nombre d'enfants, même s'il s'agit de maladies rares. Il faut bien connaître l'histoire de la maladie pour pouvoir dire si le dépistage apporte une amélioration réelle de la qualité de vie des enfants. Il faut avoir un traitement, bien sûr, stade présymptomatique, on l'a dit, méthode fiable, accepter de la population, protocole thérapeutique précis, et puis organiser le diagnostic et le traitement des malades avec un bon rapport coût-bénéfice et être pérenne. On ne peut pas faire un dépistage pour 2 ans, l'arrêter 10 ans et reprendre 10 ans après. Donc, depuis 1972, en France, près de 35 millions de nouveau-nés ont bénéficié d'un ou plusieurs dépistages.
Et on estime, alors ce chiffre, il faut maintenant l'actualiser, mais qu'il y a à peu près 25 000 enfants malades qui ont été ainsi repérés et traités, et en tout cas auxquels on a pu éviter un handicap certain, voire un décès. Donc, le premier dépistage, c'est la phénylcétonurie. Il y a eu après mise en place de l'hypothyroïdie congénitale, drépanocytose, on va le revoir, l'hyperplasie congénitale des surrénales, la mucoviscidose, le dépistage de la surdité et, grande nouveauté, depuis maintenant plus d'un mois, donc le déficit en MCAD, on va en reparler. Le coût, voilà les derniers chiffres qu'on peut avancer en France pour donner une idée du carton. Donc, il y a à peu près 750 000 naissances par an et le coût total est de 8 600 000 €, soit 11 € par nouveau-né pour permettre de faire tous ces dépistages. Pour parler très rapidement de la phényl, on ne pourra pas parler bien sûr à fond de toutes les maladies, peut-être que vous aurez des questions un peu plus spécifiques dans la discussion. Simplement rappeler que sans traitement, c'est un retard mental irréversible, une déficience intellectuelle, un autisme, une épilepsie, et qu'avec le régime, donc on prévient le retard mental. Actuellement, nous, la prise en charge est organisée par les filières maladies rares, et ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, il y a des adultes qui ont été dépistés phénylcétonurie, qui ont une vie tout à fait normale, qui ont une insertion socio-professionnelle tout à fait normale, et puis des femmes qui ont pu avoir des enfants, qui n'avaient pas de phénylcétonurie, mais chez qui on avait retrouvé un tableau très particulier qu'on appelle embryo-fétopathie phénylcétonurique, et qui a permis de rétablir un nouveau protocole chez la femme qui est en désir d'enfant et qui leur permet d'avoir des enfants strictement normaux. L'hypothyroïdie congénitale, là aussi, en l'absence de traitement, un retard mental irréversible. On a parlé tout à l'heure de l'intérêt de toutes les supplémentations et il est évident que les hormones thyroïdiennes sont indispensables et en particulier pour le cerveau du tout petit bébé. Et donc, il faut éviter absolument cette déficience. Et là encore, la prise en charge sera organisée par les filières maladies rares. Pardon. L'hyperplasie congénitale, donc vous le savez, responsable d'une insuffisance surrénalienne très précoce, d'où l'intérêt de faire un dépistage très précoce avant les signes cliniques, car en l'absence de diagnostic de traitement, ces maladies vont entraîner un décès extrêmement rapide. Par contre, avec un traitement précoce et bien pris, la vie sera strictement normale. Drépanocytose, là aussi, une maladie donc du globule rouge dont la prise en charge précoce va permettre de prévenir ou de retarder une large part des complications. Et en France, pour l'instant, c'est ce qu'on appelle un dépistage ciblé. On va revenir sur cette notion. Et là encore, filière maladies rares. Donc, dépistage ciblé, voilà tel qu'il est défini en France actuellement. Donc, il faut des critères qui ont été définis par la Haute Autorité de Santé en 2012. Il faut que les deux parents doivent être originaires d'une région à risque. Vous voyez ici l'ensemble des régions dites à risque. Un seul des deux si le deuxième parent n'est pas connu. Bien sûr, s'il existe des antécédents de syndrome drépanocytaire ou s'il existe un doute sur les critères 1, 2 ou 3. En fait, cette notion de dépistage ciblé est éthiquement peu concevable et il y a une démarche actuellement pour que ce dépistage devienne systématique pour les 750 000 enfants nés par an en France. Maintenant. La mucoviscidose, donc une maladie donc, qui a été rajoutée au dépistage en 2002, qui a montré donc qu'il y avait en fait le fait de prendre en charge très précocement les enfants avant même l'apparition des signes cliniques, des signes digestifs, des signes biologiques, permettait de retarder ou prévenir les complications de la mucoviscidose. Et enfin, a été rajouté donc depuis 2014 le dépistage néonatal de la surdité, qui bien sûr n'est pas un dépistage biologique, qui est un dépistage qui va nécessiter un appareillage particulier et qui va permettre d'éviter donc de prendre en charge très tôt des surdités très profondes et donc d'éviter une absence de langage et de permettre à ces enfants après d'avoir des traitements particuliers, en particulier des implants
qui leur permettront d'acquérir aussi un langage et d'être beaucoup mieux insérés au point de vue sociétal. Alors, l'organisation du dépistage, en fait, il est national. Il y a maintenant, depuis 2018, donc il y a eu un changement par rapport à ce qui avait été fait pendant 40 ans. Il faut vraiment rendre hommage à l'AFDPHE, qui était une association de pédiatres qui ont mis en place ça et permis pendant 40 ans donc la mise en place de cette mesure de santé publique exceptionnelle. Ça a été repris par j'allais dire un peu plus par l'État et par la DGOS donc en 2018, avec le centre de coordination du dépistage qui est à Tours actuellement et où toutes les remontées viennent des centres régionaux, donc je vous dis de la région PACA comme des 13 autres régions françaises actuellement. Il y a une commission épidémiologique qui va veiller sur la qualité du rapport, le rapport annuel et faire remonter les besoins, et une commission de biologie qui va être chargée de définir les algorithmes et les différentes possibilités en termes de biologie, que ce soit biologie, j'allais dire biochimique ou biologie moléculaire, comme on va le revoir. Tout ça, bien sûr, sous le contrôle d'un comité national de pilotage. J'en fais partie actuellement pour représenter la Société française de pédiatrie au sein du ministère de la Santé et sous le contrôle de la Haute Autorité de Santé. Donc, vous voyez que toutes les tutelles sont impliquées vu l'importance du processus. Alors, le dépistage, ça va passer. Le dépistage au quotidien, c'est quoi? C'est bien sûr, on va commencer par informer les familles de l'importance du dépistage. Donc, il y a des documents, et si cela vous intéresse, je pourrais vous les faire passer, qui ont été édités. Donc, expliquer ce que c'est que le sens du dépistage, les différentes maladies qui vont être dépistées par ce petit carton Guthrie et donc le petit nouveau, j'allais dire, le dernier, donc le déficit en AMCAD, c'est une maladie donc, qui va toucher la bêta-oxydation des acides gras et qui est responsable d'un certain nombre de décès subites du nourrisson ou d'atteintes très sévères d'insuffisance hépatique, de syndrome de Rey qui peuvent entraîner le décès ou des séquelles neurologiques graves. Donc, ce dépistage est maintenant en place depuis le 1er décembre 2020. Donc, voilà la réalisation du Guthrie, donc ce qu'ont tous les enfants, donc avec une petite lancette. Vous voyez la tache de sang qui doit être correctement appliquée et envoyée dans un centre de dépistage par la poste. Voilà ici le cheminement, ça part de la maternité ou du domicile si l'accouchement a lieu à domicile fait par une sage-femme, mais enfin c'est rare, c'est à peu près 5000 naissances par an en France, pas plus. Et le prélèvement donc est fait, alors ce qu'on dit c'est 72 heures, mais on sait que les sorties de maternité sont de plus en plus précoces, donc on admet 48 heures, mais pas avant, c'est vraiment faire le maximum pour le faire à la 48e heure. Donc le carton part au secrétariat régional. À ce moment-là, le carton est enregistré, toutes les données pour bien sûr pouvoir retrouver l'enfant très vite. Le laboratoire va l'analyser, le résultat est normal, ça s'arrête là, il est mentionné dans le carnet de santé que le dépistage a eu lieu, mais le résultat n'est pas envoyé puisqu'il est normal, les parents sont au courant de cela. Par contre, lorsque le résultat est positif, les parents vont être convoqués. Donc là, c'est toujours un moment un peu délicat, hein. C'est des parents qui viennent de sortir de la maternité, qui sont à domicile, qui vont recevoir un coup de téléphone d'une équipe qu'ils ne connaissent pas, l'équipe de dépistage, et de pédiatres qui vont prendre en charge en fonction de la pathologie de l'enfant. Donc, on va voir cet enfant très rapidement, confirmer ou infirmer le diagnostic. Ça peut être un faux positif, à ce moment-là, on va s'arrêter là. Et par contre, si c'est un diagnostic, il rentre dans un cursus de prise en charge qui va être défini en fonction de la maladie. Et puis, il arrive ce qui est des prélèvements insuffisants. Donc, là aussi, on est obligé de refaire le prélèvement ou un résultat qui est suspect. On refait un deuxième prélèvement et ceci, ça repart. Donc, dans le même système, malheureusement, il existe quelques perdus de vue, mais l'exhaustivité est globalement très bonne. Alors, je voulais juste vous mettre cette diapo qui montre un peu l'évolution quand même sociétale actuelle. Moi, je suis quand même surprise, mais peut-être c'est un peu comme le refus de la vaccination. On rappelle que le dépistage, c'est vraiment pour l'intérêt premier de l'enfant. Et on voit qu'en 2009, il y avait sur 841 000 naissances, donc plus que maintenant, il y avait 61 refus, très anecdotiques, mais quand même. Et là, on est à 343 et ça augmente.
Là aussi, ça reste dans des proportions qui sont extrêmement faibles, mais quand même, c'est refus, donc avec des parents qui disent que c'est eux qui ont la mainmise totale sur leur enfant et qui ne veulent pas qu'on dépiste une maladie. Donc, ce qui nous fait dire, nous, que si un enfant arrive pour un autisme ou une épilepsie, qu'il est né en France, eh ben, il faut vérifier que le dépistage ait bien été fait. Sinon, chercher une phénylcétonurie, chose qu'on ne voyait plus ces dernières années, bien sûr, sauf pour des enfants pas nés en France. Alors, pour vous montrer concrètement, donc la région PACA-Corse, c'est 71 000 naissances. Et bon, vous ne voyez pas très bien, mais voilà. Donc, on voit qu'on a dépisté, donc c'est les activités de 2019, je n'ai pas encore celle de 2020. Donc, il y a eu 8 diagnostics de phénylcétonurie, 29 d'hypothyroïdie congénitale, 2 d'hyperplasie congénitale et surrénale, 9 de mucoviscidose, 14 sur à peu près la moitié, je vous rappelle, c'est un dépistage ciblé, de drépanocytose. Et puis, la surdité, là aussi, donc les enfants sont tous testés et 17 enfants sourds qui ont été dépistés, diagnostiqués comme sourds et pris en charge très tôt. Alors, les enjeux à venir, le système marche, on a changé, on va dire, d'organisation globale, mais le système continue à marcher. Donc, je vous ai dit, le problème, c'est les sorties précoces, donc bien voir un petit peu comment on peut éviter. Surtout, il ne faut pas que des enfants passent au travers du dépistage. Il y a des questions techniques qui se posent et puis les nouveaux dépistages. Donc, on a vu qu'il y en avait une nouvelle depuis décembre 2020. Il y a 7 autres maladies métaboliques qui vont être testées très prochainement, soit 2021, soit 2022. On va voir le problème des maladies neuromusculaires. Les cardiopathies congénitales, certains par des techniques d'oxymétrie prônent le dépistage, les déficits immunitaires et également d'autres maladies. Voilà, donc les maladies héréditaires du métabolisme, ce sont des maladies, c'est surtout l'homocystinurie, le sinose, enfin bref, toute maladie qui peut survenir très tôt et entraîner des dégâts, un décès ou dégâts neurologiques chez l'enfant. Juste un petit mot pour les maladies neuromusculaires. Donc, les maladies neuromusculaires, ça fait à peu près 4-5 ans depuis 2017 que des thérapies existent, en particulier dans la myotrophie spinale, et se pose un certain nombre de questions, puisqu'on est dans des maladies où il y a un traitement, mais ce traitement, il est encore très récent, il y a de grandes incertitudes sur le long terme, et déjà, certains proposent de faire un dépistage néonatal pour traiter à une phase présymptomatique. Alors jusqu'ici, ce n'était pas possible, mais une loi et un article d'une loi qui est en cours de discussion, qui est la révision de la loi de bioéthique, où il y a beaucoup de choses, on parle surtout de la PMA, mais il y a plein d'autres choses dans cette loi, et en particulier ce qui a été rajouté, qui est passé un petit peu silencieux, mais qui est extrêmement important pour nous, pédiatres, c'est que maintenant, on va pouvoir recourir à des examens de caractéristiques génétiques. Donc, ce qui veut dire qu'une maladie neuromusculaire comme une amyotrophie spinale qu'on diagnostique avec la recherche d'une mutation caractéristique, on pourra le proposer au dépistage. Et ça fait d'emblée poser un véritable enjeu éthique, puisque dans ces nouveaux traitements pour ces maladies, il faut être dans un optimisme thérapeutique, avec un espoir positif vers une amélioration, mais on ne peut pas encore parler de guérison et en tout cas, on n'a pas encore de résultats spectaculaires tels qu'on les connaît dans l'hypothyroïdie congénitale ou la phénylcétonurie. Et puis, on oppose bien sûr ce qu'on appelle l'optimisme irréaliste, où là, les patients, mais parfois des médecins aussi, sont vraiment en attente de miracles et les miracles ne font pas partie, bien sûr, de la médecine. Nous, il faut qu'on soit rationnel et bien comprendre l'équilibre risque-bénéfice pour pouvoir bien l'expliquer aux patients. Enfin, pour terminer, donc vous l'avez compris, ça fait 50 ans que le dépistage grandit. J'aime bien cet exemple. On voit qu'en 2018, il y a plus de 84 maladies, on n'en est pas là en France, qui peuvent être dépistées. Et voilà donc dans le monde comment les maladies sont dépistées. Et vous voyez donc que ce soit au niveau international ou au niveau européen, les maladies qui sont quand même, c'est
l'hypothyroïdie congénitale et la phénylcétonurie, l'hyperplasie congénitale des surrénales, la mucoviscidose ne l'est pas partout, elle est en France, les déficits de la bêta-ox, on commence à peine, et puis il y a d'autres maladies qu'on ne diagnostique absolument pas pour l'instant et qui vont être au fur et à mesure dépistées. Et vous voyez par exemple en Europe, le pays qui dépiste le plus, c'est l'Autriche. Voilà, et la place de la surdité, on en a parlé. Pour terminer, donc quand même mettre en place un dépistage, ça doit faire, vous avez vu les critères de Wilson et Younger qui restent vraiment d'actualité. Il faut continuer à se poser des questions, et là, je vous renvoie donc à 2 grands éthiciens qui nous accompagnent, qui m'accompagnent depuis 40 ans. J'ai la chance de très bien connaître Jean-François Mattei et qui nous rappelle que la culture du doute est nécessaire pour armer notre pensée face aux défis à venir et qu'il faut toujours avoir une réflexion éthique, philosophique et politique. Et puis Pierre Lecause, donc vous pourrez lire ses propos dans le dernier tome de pédiatrie pour le praticien, où il nous décrit qu'il faut avant tout considérer l'intérêt supérieur de l'enfant, avec là aussi des enjeux philosophiques, éthiques et juridiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Brigitte pour cette